Bon matin, merci beaucoup d'être ici avec nous pour une conférence qui nous sera livrée par Christine Vézina. Je suis vraiment ravie de la recevoir avec nous. Christine Vézina est professeure à la faculté de droit de l'Université Laval depuis janvier 2014 et directrice du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales depuis 2017. Elle enseigne au premier cycle supérieur le droit constitutionnel, le droit et les libertés fondamentaux et les droits économiques, sociaux et culturels. Ses intérêts de recherche portent sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes marginalisées, la mobilisation du droit, la recherche empirique, la sociologie juridique et les liens entre recherche et militantisme. Donc, on s'est parlé tantôt de vraiment toute une panoplie d'intérêts communs et de discussions que nous sommes en train d'avoir ici à la section aussi et qui joignent directement les préoccupations de Christine. Elle est engagée dans des projets de recherche participative avec des organismes non gouvernementaux, dont la Ligue des droits et libertés, section de Québec, et la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. En juin 2018, Mme Vézina fut nommée observatrice indépendante des manifestations entourant le sommet du G7 par le ministre de la Sécurité publique. Et donc, je vais lui accorder la parole pour cette conférence dont le titre est « La culture juridique des droits de la personne, un obstacle à la justiciabilité des droits sociaux ». À toi. Merci. Merci beaucoup, Margarita, pour ta charmante invitation. Je suis très contente d'être ici. Merci à vous d'être présents. Ça me fait grand plaisir. Alors, désolée pour les problèmes techniques et informatiques. Mais bref, ça y est, maintenant tout fonctionne. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter un projet de recherche sur lequel je travaille depuis 2016. Avec Margarita, j'ai compris qu'on pouvait se sentir très à l'aise dans le forum d'aujourd'hui, présenter un peu notre travail comme qui est en chantier. Hein. Donc, j'ai opté pour cette approche. Alors, je veux vraiment vous présenter certains aspects de l'endroit et de nombreux aspects de l'envers de mon projet. Donc, c'est comme ça que je vais le faire. Alors, j'y vais de façon assez libre. Et puis, si vous avez des remarques, des commentaires, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ne vous gênez surtout pas pour m'interrompre en cours de route, s'il vous plaît. Alors, quand même, de façon libre, mais minimalement structurée, ça aide beaucoup la madame, n'est-ce pas, qui doit notamment s'astreindre au respect du temps qui passe. Alors, 4 points qui seront abordés avec vous aujourd'hui. Premièrement, je vais vous présenter la problématique du projet, la problématique qui structure l'ensemble du projet. C'est pas comment dire, mon objectif principal, ce n'est pas de m'attarder trop longuement sur la problématique, mais en même temps, si je ne vous la présente pas, après, parler de la méthodologie puis des obstacles, ça n'a pas trop de sens. Donc, je vais vous présenter cette problématique qui, en fait, vise à questionner le statu quo en matière de justiciabilité des droits sociaux. C'est le premier point. Ensuite, je vais vous exposer mon hypothèse, la méthodologie de recherche. Ce qui sera par la suite l'occasion d'aborder la question des obstacles et des défis qui sont soulevés par cette méthodologie, parce que c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une perspective socio-juridique, méthodologie de recherche empirique. Donc, il y a des véritables obstacles et défis auxquels je suis confrontée. Je vais vous en parler, ça va me faire du bien, ça va me libérer. Et dernier point, la valeur ajoutée. Bien, en quoi, justement, le fait de mobiliser cette perspective socio-juridique qui diffère d'une perspective de droit positif classique, en quoi le fait de mobiliser ces outils de recherche méthodologique, de la recherche empirique, en fait, en quoi ça peut contribuer à offrir une valeur ajoutée à la réflexion sur la problématique. Donc, c'est l'objet de ma présentation. Alors, tout d'abord, une petite précision sémantique. Qu'est-ce que j'entends par droits sociaux? Hein? La problématique porte sur la justiciabilité des droits sociaux. C'est un terme qui peut être polysémique, donc il me semblait important de le préciser d'entrée de jeu. Donc, grossièrement, les droits sociaux
En fait, la façon dont je conceptualise les droits sociaux dans le cadre de ce projet, c'est vraiment la définition classique issue d'une synthèse des observations générales qui sont élaborées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui est l'organe de contrôle du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, c'est le terme droits sociaux. Je tire ses sources vraiment du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels et de la façon dont il est interprété par l'organe de traité. C'est donc une source, disons, doctrinale qui permet de donner un peu plus de chair à la définition comme telle, qui est assez succincte, en fait, dans le traité. Alors, concrètement, il s'agit des droits au logement, droit à la santé, droit à un niveau de vie suffisant et droit à l'éducation. C'est comme ça que je les ai délimités dans le cadre de mon projet. Ce sont les 4 types de droits sur lesquels je travaille, donc qui sont protégés par le pacte qui a été ratifié par le Canada en 1976. Donc, ça, c'est une chose de dire ça. Maintenant, quel type d'obligation est-ce que ça impose à l'État, ces droits sociaux? Alors, 2 choses importantes ici à retenir. D'une part, des obligations à réalisation immédiate, dans le sens où l'État qui a ratifié le traité s'engage à prendre des mesures. Alors, ces mesures, elles peuvent être multiples, elles peuvent être variées, mais l'État ne peut pas rester passif. Donc, il s'engage à prendre des mesures qui sont destinées à réaliser les droits. Et l'État s'engage également à s'abstenir d'agir d'une manière à porter atteinte aux droits. Donc, on fait ici plutôt référence à une obligation négative. Donc, ça, c'est le premier volet à réalisation immédiate. J'appuie sur cet aspect parce que très souvent, de façon un peu classique et traditionnelle, on associe les droits sociaux à des obligations strictement de réalisation progressive. Donc, il faut appuyer sur le fait qu'il y a aussi une composante à réalisation immédiate. Ensuite, l'autre volet de l'obligation qui porte sur les obligations à réalisation progressive au maximum des ressources disponibles. Alors, il y aurait déjà beaucoup à dire sur ces aspects, mais ce n'est pas l'objet de ma présentation. Et tout ça, ces obligations négatives et positives, à quelle fin? Dans le but de permettre l'accès à des mesures, à des services qui sont adaptés aux besoins des personnes, des services, bien sûr, de qualité, en quantité suffisante, qui sont rendus accessibles de manière non discriminatoire en accordant une priorité aux besoins des personnes les plus vulnérables, ou dites vulnérables, devrais-je dire, et qui prévoit aussi des recours effectifs en cas de violation. Donc ça, c'est une synthèse, si vous voulez, des principales observations générales du comité qui a cherché à définir la portée des droits sociaux. Donc c'est sur ces droits, précisément, que s'articule ma recherche. Au niveau de la revue de littérature, j'ai voulu donc travailler sur la question de la justiciabilité des droits sociaux. Alors, revue de littérature, bien sûr, qui met en lumière les obstacles. Il y a de nombreux obstacles en droit interne qui s'opposent à la justiciabilité des droits sociaux, la possibilité de voir ces droits sanctionnés par un juge en cas d'atteinte aux droits. Donc, de nombreux obstacles qui ont été identifiés dans la littérature, mais également de nombreux vecteurs d'effectivité des droits sociaux qui existent dans le droit constitutionnel canadien, dans le droit quasi-constitutionnel québécois. Ça, c'est le premier constat. Et je vais revenir d'ailleurs sur ce point pour donner un peu plus de détails. Deuxième aspect, eh bien, les développements importants, marquants en droit international et en droit comparé sur la question de la justiciabilité des droits sociaux qui nous permettent, ces développements, de constater qu'on ne peut plus avoir cette posture où on considérait d'emblée que les droits sociaux étaient de simples énoncés de politique publique qui ne pouvaient pas être susceptibles d'adjudication devant un juge. Enfin, dernier point, donc, compte tenu de ces obstacles et de ces vecteurs et de ces développements marquants en droit international et en droit comparé, au final, constat d'un statu quo en droit canadien, en droit constitutionnel canadien, en droit quasi-constitutionnel québécois, en dépit, donc, de ces éléments. Donc, je vais revenir sur chacun de ces points qui m'ont permis qui caractérisent la revue de littérature sur la question de la justiciabilité des droits sociaux. Au niveau des obstacles et des vecteurs à la justiciabilité des droits sociaux, ils sont de 4 ordres.
Premier type d'obstacle qui a été repéré à travers l'analyse des textes et l'analyse de la littérature, les obstacles normatifs, ensuite des obstacles institutionnels et méthodologiques, je les ai traités ensemble ici, mais ils sont distincts, et enfin des obstacles procéduraux. Donc, je vais revenir sur chacun de ces points. Premier élément, donc, les obstacles et les vecteurs au niveau normatif. Grossièrement, c'est assez facile de saisir la teneur de ces obstacles. Il s'agit tout simplement de reconnaître le fait que les droits sociaux, droit à la santé, droit au logement, droit à un niveau de vie suffisant, ne sont pas reconnus de manière formelle et explicite dans la Charte canadienne des droits et libertés. Et pour certains de ces droits, notamment le droit à la santé, le droit au logement, ils ne sont pas non plus reconnus de manière explicite et formelle dans la Charte québécoise. Donc ça, c'est un obstacle formel au plan normatif. Ensuite, deuxième obstacle, en ce qui concerne la Charte québécoise, je devrais quand même préciser que ma revue de littérature a porté en effet sur le droit constitutionnel canadien et le droit quasi-constitutionnel québécois, ce qui fait en sorte que mes constats sont limités à ces deux cadres normatifs. Donc, deuxième constat, au niveau des obstacles, l'absence de prépondérance formelle accordée aux droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte québécoise. La Charte québécoise, son chapitre 4 porte sur les droits économiques, sociaux et culturels, les articles 39 à 48, mais l'article 52 de la Charte québécoise prévoit que seuls les articles 1 à 38 ont prépondérance sur les lois ordinaires, donc ce qui constitue un deuxième obstacle au plan formel à l'égard de la justiciabilité des droits sociaux, puisqu'on ne pourrait pas, dans l'état actuel du droit et sur certaines réserves sur lesquelles je vais revenir en parlant des vecteurs, on ne pourrait pas s'appuyer sur un droit social reconnu dans la Charte québécoise pour entraîner une déclaration d'inopérance d'une loi ordinaire. C'est ça la conséquence de l'article 52. Bon, ces obstacles, une fois qu'ils sont constatés, quels sont par ailleurs les vecteurs de justiciabilité qui peuvent les dépasser, ces obstacles? Et je suis particulièrement contente que Martha Jackman soit dans cette salle, puisque quand je parle de revue de littérature, j'ai pas le pourcentage, mais il doit bien avoir... oh là là, j'aurais quasiment envie de dire un 80 où c'est Martha Jackman qui est la source de cette littérature. Donc, bref, de nombreux auteurs ont écrit quand même sur les façons de dépasser les obstacles. Au plan formel, on met de l'avant l'idée de la pertinence de développer une approche intégrative où on s'appuie sur d'autres dispositions qui sont reconnues formellement dans les textes, par exemple le droit à la sécurité, à la vie, reconnu à l'article 7, le droit à l'égalité à l'article 15. La même chose, le même raisonnement au niveau du droit québécois. L'idée, c'est d'avoir une interprétation suffisamment large des droits civils et politiques dits classiques pour offrir protéger en fait certaines composantes, certaines dimensions des droits sociaux. Donc, c'est une façon de dépasser les obstacles. Au niveau de la valeur prépondérante accordée ou non accordée aux droits sociaux dans la Charte québécoise, il y a des auteurs aussi qui réfléchissent à cet aspect pour mettre de l'avant l'idée que le statut quasi-constitutionnel de ces normes ne devrait pas être tributaire d'une disposition législative, l'article 52, mais devrait plutôt être reconnu en raison du caractère fondamental des droits qui sont protégés dans la Charte. Donc ça, c'est Brunel et Sanson qui développent cette approche. Autres obstacles, les obstacles institutionnels et les obstacles méthodologiques. Alors, bien sûr, l'obstacle institutionnel majeur, celui auquel on pense peut-être très aisément lorsqu'on réfléchit à la justiciabilité des droits sociaux, c'est la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, ce qui réfère à la question de la légitimité du pouvoir judiciaire pour statuer sur des enjeux relatifs aux droits sociaux. À cet égard, il y a aussi de nombreux travaux qui sont élaborés qui nous permettent de développer une nouvelle approche par rapport à l'enjeu de la séparation des pouvoirs, notamment lorsqu'on s'intéresse au concept de la démocratie. Le partage des pouvoirs vise à assurer le respect de la démocratie représentative à travers le travail des assemblées électives. De nombreux auteurs développent une approche beaucoup plus réaliste de la démocratie, de ses déficits actuels, de ses limites, et questionnent donc le principe de séparation des pouvoirs à la lumière justement de ce déficit démocratique.
Et je pense que là, il y a beaucoup de choses à creuser pour développer une nouvelle vision du dialogue institutionnel entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Pardon. Donc ça, c'est un aspect qui est développé dans la littérature pour, encore une fois, dépasser l'obstacle relatif à la séparation des pouvoirs. L'obstacle méthodologique, alors certains mettent de l'avant l'idée que peut-être que les droits sociaux ne sont pas justiciables parce que les juges ne disposent pas des outils méthodologiques suffisants pour être capables de statuer sur la violation de ces droits. Et des auteurs, notamment notre collègue David Robitaille, qui a écrit en 2011 déjà, ça fait plusieurs années, qui a, sur la base de cette hypothèse qui mettant de l'avant l'idée que le manque d'outils méthodologiques pourrait peut-être être un obstacle, il a développé une approche qui est basée sur une vision substantive et processuelle de la justiciabilité des droits sociaux. Il y a eu d'autres travaux qui ont proposé d'autres approches, notamment une approche basée sur la raisonnabilité. Un collègue de Martha Jackman, qui est Bruce Porter, qui lui aussi doit faire partie des auteurs les plus cités de ma bibliographie. Bref, donc, des méthodologies qui ont été développées par certains auteurs qui offrent des outils concrets pour les juges qui seraient soumis à cette question de la justiciabilité des droits sociaux. Et enfin, les obstacles procéduraux. Ici, je fais référence au recours, à la nature des recours et des réparations qui en découlent. Alors, souvent, on met de l'avant l'idée que les réparations accessibles à travers les recours actuels en matière de contestation des lois au plan constitutionnel ou quasi-constitutionnel ne seraient pas nécessairement, seraient trop limitées, en fait, pour permettre d'offrir des réparations qui tiennent compte des enjeux systémiques qui sont à la source de la violation des droits sociaux. Et encore une fois, nous avons des travaux très intéressants élaborés par Bruce Porter notamment, où on essaie de mettre de l'avant un autre paradigme associé à la réparation constitutionnelle qui devrait être envisagé d'une autre façon, c'est-à-dire sur une certaine période dans le temps, en impliquant différents acteurs, pouvoir législatif, organisation de la société civile, par exemple, pouvoir exécutif, qui ont tous un rôle à jouer, en fait, dans le développement d'approches intégrées pour répondre aux problèmes relatifs à la justiciabilité des droits sociaux. Bref, ça fait partie donc des trois... En fait, il s'agit ici des trois obstacles et des réponses qui ont été développées dans la littérature. J'ai fait ça de manière assez brève puisque le temps file et que ce n'est pas l'objet principal de la présentation. Ensuite, en ce qui concerne les développements en droit international, rapidement, simplement mentionner le fait que le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels est maintenant doté d'un protocole facultatif, donc du même type de processus qui existait, qui a été mis en place en 1976 à l'égard du Pacte sur les droits civils et politiques, un protocole facultatif qui permet des communications individuelles pour les personnes qui verraient leurs droits économiques, sociaux et culturels violés au sein de leur État, après épuisement des voies de recours internes, comme les autres processus de communication individuelle. Donc, ce pacte, on dit souvent que c'est le dernier édifice qui a permis de vraiment cristalliser l'indivisibilité entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Ce pacte est entré en vigueur en 2013. Bon, pour l'instant, il n'y a seulement que 24 signataires, alors que le PIDCP est ratifié, le protocole facultatif au PIDCP est ratifié par un très grand nombre d'États, mais il y a de nombreuses campagnes qui sont mises en place dans différents pays par les organisations de la société civile pour entraîner une ratification du protocole facultatif. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à l'échelle internationale, en raison de l'adoption de ce pacte et de son entrée en vigueur, on a une reconnaissance explicite, formelle, du fait que les droits sociaux peuvent être soumis à un processus d'adjudication. Des développements intéressants également en droit régional, notamment une décision d'octobre de 2018 de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Je suis prise d'un doute entre la Commission et la Cour, mais il me semble que c'est la Commission qui porte sur le droit à la santé et la réalisation progressive du droit à la santé.
et des développements évidemment marquants en matière de droit comparé. On pense très souvent à l'Afrique du Sud. David Robitaille a beaucoup écrit sur cette question-là, mais il y a d'autres États aussi, des nouveaux États où les droits sociaux ont été intégrés dans leur constitution et où des jugements issus des cours constitutionnels, des cours suprêmes, témoignent de la justiciabilité des droits sociaux. Alors, quel lien, vous allez me dire, entre ces aspects et le droit interne canadien? Bien, on sait qu'il existe, premièrement, une présomption de conformité du droit interne à l'égard du droit international. C'est un principe sur lequel la Cour s'est souvent prononcée dans différents arrêts, un peu moins en matière de droits sociaux. Et on connaît aussi l'importance du droit comparé. Hein. Par exemple, si on pense à l'arrêt Carter en matière d'aide médicale à mourir, bien, la place du droit comparé a eu un impact déterminant dans l'issue de la décision. Donc, bref, ce sont des éléments qui, on pourrait penser, pourraient avoir un certain impact sur le développement du droit interne canadien. Et au final, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, plutôt un véritable statu quo en matière de justiciabilité des droits sociaux et qui s'est cristallisé, je pense, en 2014 avec la décision de la Cour d'appel d'Ontario dans l'affaire Tanujaja qui portait sur le droit au logement où Martha Jackman a été impliquée et où, donc, on a essayé d'aller chercher donc, une réparation qui aurait été très innovatrice, transformative par rapport aux réparations qui sont recherchées traditionnellement. Et où la Cour d'appel, finalement, a refusé de se pencher sur la question en raison du fait que la question n'était pas justiciable. Et ici, on avait une dissidence très intéressante de la juge Feldman qui, elle, pris la peine de mettre en lumière le fait que même si les questions qui étaient posées étaient extrêmement innovatrices, allaient au-delà de ce qu'on connaissait, c'était peut-être justement l'occasion d'entamer une réflexion contemporaine sur les droits sociaux. Et bref, là où je parle de cristallisation du statu quo, c'est que la décision, on a voulu la porter en appel à la Cour suprême du Canada et la Cour suprême a refusé d'entendre cette affaire. Donc, ça nous maintient dans cette situation de statu quo. Alors, à l'égard de cette littérature, de ces développements, je me questionnais donc sur la question de savoir comment expliquer ce statu quo en droit interne. Et comme les auteurs qui ont analysé le droit positif, le droit comparé, ont mis de l'avant déjà une foule d'éléments explicatifs, je me suis dit, bon, il faut creuser ailleurs, bien sûr, pour apporter une autre vision, une autre perspective d'analyse. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur un texte de Karl Clare, un texte de 1998. C'est un auteur, un constitutionnaliste qui s'est intéressé au constitutionnalisme transformatif en Afrique du Sud, dans un régime post-apartheid, et qui a réfléchi sur l'importance du droit constitutionnel pour reconstruire, si vous voulez, la société sur des bases égalitaires. Et dans sa réflexion, il abordait notamment la question de l'impact de la culture juridique sur ce constitutionnalisme transformatif. Et pour moi, bien sûr, ça m'a apporté un éclairage tout à coup intéressant sur la problématique de la justiciabilité. Et à ce moment-là, j'ai pensé que la culture juridique pouvait peut-être être un facteur explicatif du statu quo en matière de justiciabilité des droits sociaux. Si on a vu que le droit interne est ponctué d'obstacles, mais que par ailleurs, il existe des leviers, mais que ces leviers ne sont pas utilisés, mobilisés, ni par les demandeurs, ni par les plaideurs, ni par les juges, peut-être que la culture juridique ambiante pourrait expliquer certains obstacles à la justiciabilité des droits sociaux. Donc, c'est sur cette voie que je me suis engagée. Ça signifiait bien sûr d'endosser une posture de recherche ancrée dans une perspective socio-juridique. Hein. Donc, l'idée ici, c'est de faire un petit pas de travers pour sortir du droit, pour poser un regard un peu externe sur le droit. Le droit devient l'objet de recherche. Je ne suis plus dans le droit, j'essaie de le regarder avec un peu de distance. Le fait de mobiliser des outils de recherche issus de la sociologie juridique nous donne justement ce petit pas de côté pour être capable de développer cette perspective un peu plus externe sur le droit.
Et ce que je trouvais intéressant de cette approche aussi, c'est que c'est l'occasion, je pense, de développer une nouvelle perspective de recherche sur la justiciabilité des droits sociaux, où finalement la recherche socio-juridique est peu développée pour essayer de comprendre les obstacles qui sont susceptibles d'expliquer la situation. Donc voilà comment j'ai formulé cette hypothèse de la culture juridique. Alors, bien sûr, le concept de culture juridique, c'est un concept qui est vaste, je vais y venir, parce que c'est un concept qui peut être critiqué justement, notamment en raison de son caractère un peu global. En ce qui me concerne, déjà à première vue, j'ai voulu préciser d'entrée de jeu le concept en ne m'intéressant pas donc à la culture juridique en général, qui pourrait être très vaste. Et puis, je pense aussi que la culture juridique, il peut y avoir des cultures juridiques, n'est-ce pas, au Canada, la culture juridique constitutionnelle, la culture juridique québécoise, la culture juridique de droit privé, etc., etc., etc. Donc, autant de culture juridique que de champs du droit ou de province. Bref, c'est un concept qui est très global. J'ai voulu le préciser d'entrée de jeu pour m'intéresser à la culture juridique des droits de la personne, et de manière encore plus précise en matière sociale, donc pour essayer de délimiter mon objet pour qu'il soit le plus près de ma question de recherche qui porte sur la justiciabilité des droits sociaux. Je vais revenir sur cet aspect. Donc, cette précision étant faite, je me suis quand même appuyée sur l'auteur certainement le plus prolifique sur la question de la culture juridique, qui est Lawrence Freedman, qui a beaucoup écrit sur la définition du concept de culture juridique. Alors, selon ses écrits, il y a une distinction à faire entre la culture juridique interne et la culture juridique externe. C'est une distinction qui est assez traditionnellement acceptée. La culture juridique interne, c'est la culture des experts du droit, des avocats, des juges, des professeurs de droit, des étudiants éventuellement du droit. Je vais revenir sur cet aspect-là. Donc, il s'agit de chercher à cerner les représentations, les pratiques, les valeurs, les idéologies de ces experts du droit. C'est la définition qu'on offre du concept de culture juridique interne. La culture juridique externe, quant à elle, elle fait plutôt référence aux attentes, aux connaissances, aux représentations et aux pratiques des profanes, des acteurs dits profanes du droit, c'est-à-dire les citoyens qui n'ont pas de connaissances expertes du droit, les organisations non gouvernementales. En ce qui me concerne, mon travail est plutôt axé sur la culture juridique externe des organisations non gouvernementales. J'ai mis les termes experts et profanes entre guillemets parce que je pense qu'il est important d'appuyer sur le fait que la frontière entre les deux catégories n'est pas étanche. Quand est-ce qu'on va juger qu'un avocat, par exemple, qui est impliqué dans une organisation non gouvernementale, est-ce qu'il est donc expert ou profane? Alors, parfois, la frontière peut être un peu plus diffuse, mais dans le cadre de mon projet, j'ai voulu vraiment faire la distinction entre les acteurs qui ont une formation juridique et qui ont une pratique juridique, y compris les professeurs de droit, donc qui ne sont pas en pratique, mais qui ont un quotidien, je dirais, imbibé dans la connaissance experte du droit. Donc, ce sont les trois types d'experts que j'ai cernés dans mon projet. Et les profanes, donc ceux qui s'engagent dans des organisations qui n'ont pas pour mission de pratiquer le droit. Donc, c'est une conception assez large aussi des organisations non gouvernementales. Donc, une fois qu'on a cerné cette définition, ça c'est assez facile, on fait notre petite revue de littérature, on trouve les définitions, ça commence à se corser lorsqu'on veut opérationnaliser le concept. Parce que le concept de culture juridique, c'est un concept donc qui a fait l'objet de développement dans la littérature, surtout dans la littérature anglo-saxonne d'ailleurs. Dans la littérature francophone, on retrouve plus un intérêt pour le droit comparé. On s'intéresse à la culture juridique dans la mesure où on fait du droit comparé, puis on compare des cultures juridiques nationales distinctes. Donc, dans la littérature francophone, ça se situe plutôt à ce niveau-là. Mais le concept de culture juridique tel que je le mobilise, dans une perspective plus sociologique, c'est principalement développé dans la littérature anglo-saxonne.
je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des critiques qui sont formulées à l'égard du concept, notamment en raison de son caractère trop holistique, trop global. Alors, certains disent, s'il s'agit de s'intéresser aux représentations, aux attitudes, aux valeurs, bien, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas sur les représentations, les attitudes, les valeurs? Pourquoi est-ce qu'on nous présente la culture juridique comme étant une unité d'analyse, alors que finalement, c'est un concept qui en englobe plusieurs? Alors, les auteurs mettent de l'avant l'idée que, oui, bien sûr, il y a les différentes composantes dont j'ai mentionné qui structurent le concept, mais il y a aussi les interrelations entre chacune de ces composantes qui contribuent à influencer chacune des composantes. Donc, le concept de culture juridique permettrait de tenir compte à la fois des composantes et des interrelations qui existent entre elles. Ensuite, au niveau de la littérature en matière de culture juridique, une autre des critiques, c'est qu'on dit on a beaucoup écrit au plan théorique sur la culture juridique, mais il y a très peu de recherches qui ont cherché à opérationnaliser le concept. Donc, ça soulève des enjeux au plan notamment méthodologique. Autre chose à ajouter sur les critiques... non, je pense que ça va. Donc, comment est-ce que moi, je m'y suis prise pour opérationnaliser le concept? Alors, dans un premier temps, en ce qui concerne la culture interne, j'ai cherché à constituer un corpus composé de décisions jurisprudentielles. Je vais revenir sur cet aspect-là, mais j'ai dû faire de nombreux efforts pour essayer de limiter mon corpus, pour qu'il soit à une taille susceptible d'être analysé. Alors, au final, j'ai limité la composition du corpus en me centrant sur les décisions des tribunaux supérieurs, Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, les trois provinces où les jugements les plus marquants en matière de droits de la personne, dans le contexte des droits de la personne en matière sociale, sont issus. Donc, le corpus jurisprudentiel sur cette base-là repose sur 130 décisions. Ensuite, on inclut dans le concept de culture interne la doctrine qui est produite par les professeurs de droit. Alors ici, on a fait une distinction aussi entre la littérature spécialisée, les articles publiés dans des revues. Donc, Martha, il y a de nombreux articles que vous avez écrits qui ne font pas partie de mon corpus parce qu'on a estimé que les articles très pointus sur les droits sociaux font partie... Enfin, c'est un peu une hypothèse du projet, font partie d'une sous-culture juridique qui n'est peut-être pas représentée à l'échelle plus générale. Donc, on s'est concentré sur les auteurs de doctrine qui travaillent sur le droit constitutionnel, les droits de la personne, mais dans une perspective un peu plus générale. Alors, à ce niveau-là, on a 33 résultats qui font partie du corpus. Ensuite, ça, c'est dans une perspective un peu plus prospective puisque les entretiens ne sont pas encore réalisés, mais ce qui est prévu, donc, c'est des entretiens avec des avocats de l'aide juridique, qui sont engagés, donc, dans la défense des droits en matière sociale. Et aussi, en fait, je pense que c'est impossible d'exclure cette catégorie des avocats qui font du service pro bono dans des cabinets. Parce que ce qu'on constate, en tout cas, là, jusqu'à maintenant, les contacts que j'ai eus avec les avocats, je comprends que au niveau de l'aide juridique, on est dans une pratique de volume, on est sous pression, il faut donc... atteindre certains quotas de productivité. Bref, ce qui fait en sorte que même plaider le droit à l'égalité, souvent, c'est un obstacle dans le quotidien des gens, alors que les avocats pro bono qui s'engagent spécifiquement dans une cause ont peut-être plus d'outils et de possibilités pour développer des arguments moins techniques et plus axés sur les droits protégés par la Charte. Enfin, ça, c'est ma petite valeur ajoutée. J'ai voulu ajouter dans mon corpus le curriculum de formation des 23 facultés de droit canadiennes. Parce que je me suis dit que les étudiants sont des acteurs experts. Les étudiants en droit sont des acteurs qui relèvent de la culture interne du droit. Et que la formation dont ils jouissent contribue aussi à former cette culture juridique. Donc, c'est la raison pour laquelle on a englobé les curriculums de formation des facultés de droit canadiennes. Alors, ça, c'est le corpus qui porte sur la culture interne. Ensuite, en ce qui concerne la culture externe, c'est-à-dire celle des organisations non gouvernementales, j'ai prévu aller collecter mes données à travers un groupe de discussion avec des organisations non gouvernementales qui sont engagées en matière sociale,
Et en matière sociale, je ne l'ai peut-être pas suffisamment précisé. Hein, quand j'ai défini droits sociaux en introduction, je vous ai dit, c'est le droit au logement, droit à l'éducation, droit à la santé et droit à niveau de vie suffisant. C'est les 4 volets sur lesquels je me concentre dans le cadre de ce projet. Donc ici, bien sûr, les organisations non gouvernementales qui vont faire l'objet qui vont participer au groupe de discussion sont des organisations qui sont engagées dans ces domaines ou plus globalement en matière de défense des droits et libertés. Donc, corpus ambitieux. Hein? Au final, c'est là où je vais en venir. Corpus ambitieux. Et mais je vais pas tout de suite vendre mon punch de mes obstacles et défis. J'attends un peu. Je continue avant de passer aux obstacles et défis pour préciser, donc, une fois qu'on a ce corpus, tous ces documents, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on les analyse dans le cadre de la perspective qu'on a privilégiée ici? À l'aide d'un logiciel d'analyse de données, un logiciel d'analyse qualitative de données, le logiciel QDA Miner. Donc, la façon dont on procède, et là, je vais principalement attirer votre attention sur l'analyse qui est en cours relative au corpus jurisprudentiel. Pour l'instant, on n'a pas complètement terminé, mais on a codé, en tout cas, l'ensemble des décisions. Les 130 décisions sont codées. Et moi, j'ai analysé pour l'instant les 10 décisions de la Cour suprême du Canada. Et déjà, juste ça, ce fut de nombreuses heures de travail, n'est-ce pas? Donc, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a introduit l'ensemble de ces décisions, 130 décisions, dans le logiciel d'analyse. On a prévu dans notre logiciel d'analyse une grille de variables qui sont plutôt d'ordre quantitatif. Alors, ça va nous permettre de produire certaines statistiques. Évidemment, rien de... ça reste assez succinct malgré tout, mais ça nous donne un portrait plus quantitatif de nos données. Par exemple, hiérarchie de la décision, issue de la décision, est-ce que sexe des demandeurs, demandeurs représentés par avocat ou non, nom des avocats. Pour l'instant, on a pris en note les noms des avocats pour voir s'il y avait des cabinets qui étaient plus souvent présents dans les affaires. Est-ce que les demandeurs, est-ce que la cause a été éclairée par la contribution d'intervenants, etc., etc. Donc, des données plutôt quantitatives pour nous faire un portrait un peu plus global des décisions. Et ensuite, une grille thématique qui a été élaborée où là, on croise bien sûr le concept de culture juridique. Alors, j'ai dit tout à l'heure, le concept de culture juridique, ce sont les représentations, les pratiques, les attitudes, les idéologies. Mais des droits de la personne en matière sociale. Donc, les représentations, les pratiques, les idéologies, on ne va pas les analyser dans l'abstrait. On essaie de se concentrer sur les représentations, les pratiques à l'égard des droits de la personne en matière sociale. Et pour opérationnaliser ce concept de droit de la personne, la grille d'analyse porte sur différents sous-composantes des droits de la personne, qui est le titulaire des droits. Donc, on essaie ici de mettre en lumière tout ce que disent les juges ou font les juges qui ont un impact sur qui est, au final, dans la vraie vie, le titulaire des droits. C'est une chose de dire que les droits sont universels, mais dans la vraie vie, concrètement, qui sont les titulaires? Ensuite, la nature des obligations. Quelles sont les obligations qui sont imposées à l'État, comment est-ce qu'elles se structurent, et bien sûr, on pense aisément à la distinction entre obligations positives et négatives, mais l'idée ici, c'est d'aller au-delà des catégories classiques, puis de voir, encore une fois, quelles sont les pratiques, les représentations sur cet aspect. Même chose avec finalité des droits de la personne, le rôle des tribunaux, là, ici, on fait référence à la séparation des pouvoirs, la légitimité du pouvoir judiciaire, la méthodologie, et enfin, la place du droit international. Ce sur quoi je veux appuyer ici, donc, on utilise la grille, donc ce qui fait en sorte qu'on a toutes nos décisions sont codées à la lumière de la grille, donc des extraits de décisions sont codés pour chacun des thèmes, ce qui nous permet ensuite de générer l'ensemble des données sous un thème. Par exemple, suite à une petite manipulation, je vais générer tout ce qui a été codé sous titulaire de droit, en termes de représentation, de pratique. Donc, concrètement, ça ressemble à ça. Ce qui fait en sorte que la lecture qui est faite sur le droit, c'est une lecture verticale, dans le sens où
je ne m'intéresse pas ici à connaître l'état du droit. On le connaît déjà, d'ailleurs. Il y a des éminents experts qui travaillent sur ces questions-là depuis fort longtemps. Donc, la lecture verticale, ça fait en sorte que j'essaie d'aller comprendre tout ce que les tribunaux ont dit sur qui est le titulaire de droit, par exemple. Donc, on n'est pas dans la même démarche. On n'est pas dans une lecture horizontale où on s'intéresse aux faits, à la question posée, à la ratio, puis à l'issue du jugement. Je vais revenir sur cet aspect-là. Donc, au départ, en tout cas, la démarche se développe comme ça au niveau de la démarche d'analyse. Alors, et donc là, ici, je me suis limitée, bien sûr, à l'analyse jurisprudentielle, comme je l'ai dit, mais il faut savoir que ce sera une démarche similaire qui va être développée pour l'analyse du corpus doctrinal et des données issues des entretiens. Donc, on va procéder à peu près de la même façon. Puis, l'objectif, ça va être bien sûr aussi de croiser les données issues de chacun des autres sous-volets pour essayer d'identifier des tendances qui sont plus marquées au niveau de l'ensemble des acteurs. Essayez aussi, puisqu'on s'intéresse à culture interne, culture externe, essayez de voir aussi quelles sont les distinctions entre la culture interne et externe, parce qu'une des hypothèses qu'on retrouve fréquemment dans la littérature, c'est de dire, ça c'est Friedman qui a développé cette hypothèse, c'est de dire que très souvent, la transformation du droit est attribuable aux attentes des acteurs de la culture externe, la culture des profanes. Donc, ça va faire partie des sous-hypothèses sur lesquelles on va travailler. Obstacles et défis maintenant. Une fois que je vous ai exposé un peu tout le chantier, tout ça, c'est bien extraordinaire. Ça, c'est tout ce qui était pensé dans la demande de subvention, n'est-ce pas? Et notez d'ailleurs, dans une perspective très pratico-pratique, que cette demande de subvention-là, je l'ai soumise au FRQSC. Donc, j'ai obtenu un financement de 3 ans de 45 000 $. Et a posteriori, je constate à quel point le choix de l'organisme subventionnaire n'était peut-être pas approprié. Je n'ai rien, bien sûr, contre le FRQSC, mais il faut comprendre qu'un projet comme celui-là, financé à 15 000 $ par année, alors que je travaille avec des étudiants de manière assez structurée, avec une professionnelle de recherche qui est sociologue, 15 000 $ par année, là, je pense qu'on fait vraiment des miracles pour l'instant. Mais donc, il faut penser que si on élabore un projet de ce type-là, il faut avoir quand même un arrimage conséquent avec la subvention qu'on va aller chercher. Ce qui fait en sorte, d'ailleurs, que je vais certainement, dès l'année prochaine, demander faire une nouvelle demande de subvention pour aller plus loin dans mon projet, parce que, bien sûr, on est limité à certains égards. Bon, ça, c'est le petit côté pratico-pratique, matériel, mais qui a quand même un impact important. Les différents obstacles sur lesquels à l'égard desquels j'ai été confrontée dans le cadre de la démarche jusqu'à maintenant sont de différents ordres. Premier aspect, au niveau de la constitution du corpus de données, je vous ai dit, du corpus jurisprudentiel, je vous ai dit, j'ai 130 décisions. Bon, ça a l'air facile, j'ai 130 décisions. Mais comment est-ce que je suis allée chercher ces 130 décisions, sachant que, et ça, c'est vraiment, je pense que c'est un obstacle épistémologique à la compréhension des droits économiques, sociaux et culturels, tels que je les ai définis en introduction, lorsqu'on fait de la recherche en droit au Canada, au Québec, parce que lorsqu'on utilise les moteurs de recherche comme Canly, Sokige, etc., droit économique, socio et culturel, ce n'est pas une catégorie qui est existante. Ou alors, si elle est existante au Québec parce qu'il existe en effet le chapitre 4 de la Charte québécoise, mais je ne me suis pas épanchée sur ces questions, mais le chapitre 4 de la Charte québécoise, c'est un chapitre un peu hétéroclite. Ce n'est pas nécessairement les droits économiques, socioculturels comme on les a définis au début du projet, qui sont protégés par le PIDESC. La jurisprudence à l'égard du chapitre 4 est principalement marquée des décisions rendues sur la base de l'article 48, qui porte sur la protection des personnes âgées, notamment parce que cet article-là ne comporte pas de limitation intrinsèque. Donc, bref, lorsqu'on fait une recherche avec les mots « droit économique, socio-culturel », on n'arrive pas à se constituer un corpus qui tient la route. Alors, on a été obligé, d'entrée de jeu, de jongler avec une panoplie de mots-clés pour essayer de trouver les mots-clés qui étaient les plus pertinents pour nous permettre de se constituer un corpus susceptible de nous permettre de développer une analyse pertinente compte tenu de la nature de la problématique.
Enfin bref, donc il faut savoir ici qu'il y a un peu de travail d'essai-erreur. C'est pas propre à la recherche empirique, puisque dans n'importe quel type de recherche, mais en droit positif, on serait confronté aux mêmes obstacles. Deuxième chose, la conception holistique de la culture juridique. J'en ai parlé. Hein, le fait que ce concept soit comme un concept parapluie à l'intérieur duquel existent différentes composantes. Et puis, ce que je veux dire ici, c'est que mon projet de recherche, je trouve que la valeur ajoutée de ce projet de recherche, c'est vraiment d'être capable de faire ressortir les grands traits de la culture juridique des droits de la personne en matière sociale. Et pour faire ça, je suis obligée d'aller analyser l'ensemble de mon corpus. Autrement dit, et là, à très court terme, je devais rendre un premier article pour une publication au cahier de droit parce que j'ai eu une petite subvention de la Fondation du barreau. Alors, vous devez bien savoir que lorsqu'on est financé par la Fondation du barreau, il faut qu'on transmette notre article dans les délais requis, ce qui est tout à fait compréhensible, bien sûr. Mais donc, j'ai dû rédiger un article dans un avenir, dans une période plutôt brève, en lien avec le projet. Et ce que j'ai fait, j'ai décidé de me limiter à un premier aspect de la culture juridique, celle de la Cour suprême du Canada. Donc, je me suis limitée à un corpus de 10 décisions. Mais je précise dans ce texte, qui n'est pas encore publié, mais qui le sera bientôt puisqu'il est presque terminé, n'est-ce pas? Je précise dans ce texte qu'il s'agit donc d'un volet du projet, un sous-volet assez microscopique, finalement, 10 décisions de la Cour suprême. Et dans ce sens-là, comment dire? Dans ce sens-là, il y a une déception, entre guillemets, associée à la démarche de publication, puisque la question que je me pose, c'est présenter les grandes tendances de la culture juridique des droits de la personne à la Cour suprême sur la base de 10 décisions. C'est tellement microscopique que je trouve que, enfin, c'est une première démarche, vous allez me dire, hein, il faut être low profile en quelque sorte lorsqu'on navigue dans ce genre de projet. Mais pour que ça fasse sens véritablement, les résultats de cette recherche, moi, je pense qu'il faut absolument que j'ai l'ensemble de mes données pour que ça fasse vraiment du sens. Pour que j'ai à la fois la page de la jurisprudence, de la doctrine, des curriculums de formation. Donc, bref, il y a des enjeux en termes de calendrier de travail puis de stratégie de publication. Parce que si bon, première étape, je vais publier les résultats issus de l'analyse des décisions de la Cour suprême, bon, bien, ce sera un volet microscopique. Mais ce volet microscopique, en fait, je ne sais pas jusqu'à quel point il correspond vraiment à la culture juridique telle que je l'ai définie dans le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref, c'est une force, je pense, du projet d'avoir cette vision globale du concept de culture juridique, mais c'est aussi un obstacle dans le sens où c'est pas possible, dans un avenir approché, de publier l'ensemble de ces résultats. Oui, bien sûr. Question en parenthèse. Donc, les 10 décisions, est-ce que ça ne comprend pas les décisions de refuser droit d'appel? Non. Oui, c'est un bon point d'ailleurs. Ça aurait peut-être changé. Oui, ben, il est pas, en tout cas, peut-être pas pour cet article, mais je veux dire, c'est un bon point. Je pourrais peut-être ajouter ça à mon corpus. Parce qu'ils ont refusé droit d'appel dans chaque cause, presque chaque cause depuis la semaine. Donc, on manque et je trouve que c'est pour ça l'aspect de culture juridique, c'est fascinant parce que ça fait partie de... Mais c'est invisible. C'est ça, c'est en plein ça. C'est invisible. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le projet, c'est qu'en fait, c'est partout à la fois, c'est le tissu, mais c'est invisible. Puis les acteurs du système ne sont pas réflexifs à cet égard, puisque on n'y réfléchit pas à la culture juridique. Ou imputable, comme vous dites. Et donc, je ne vais pas trop parler parce que je vois que le temps file, puis les discussions sont super intéressantes. Il faudrait peut-être plutôt miser sur les discussions. Un dernier point quand même sur lequel j'ai envie de vous partager ma réflexion pour peut-être avoir du feedback, c'est concernant cette lecture verticale dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, je suis extrêmement préoccupée par ça. J'ai l'impression que c'est peut-être juste mon réflexe de formation initiale, mon réflexe de juriste qui reprend tout le temps le dessus. C'est peut-être juste ça. J'en ai discuté avec la professionnelle de recherche avec qui je travaille, qui est sociologue.
Mais elle trouve que c'est pas dénué de sens, mes interrogations. Donc, je vous expose la chose. J'ai écrit ici lecture verticale versus lecture horizontale du droit. Puis, une des questions à laquelle souvent je me bute quand je suis dans mon analyse, et là, c'était facile parce que c'était 10 décisions. Alors, je me suis fait un petit tableau du résumé des 10 décisions qui me donnait la lecture horizontale. Donc, à chaque fois, j'étais capable de ramener ma lecture verticale au sens de l'état du droit, en quelque sorte. Voyez-vous? Donc, j'ai mon tableau avec mes résumés, ce qui me donne la lecture horizontale. Ensuite, j'ai ma lecture verticale. J'ai des extraits qui viennent nourrir chacun des thèmes. Mais je me pose sans cesse la question de savoir si est-ce que c'est pertinent que j'ai toujours ce réflexe de vouloir ramener ma substance, mes extraits à l'égard du thème, à cette lecture horizontale. Et bon, sur la base des 10 décisions de la Cour suprême, j'ai trouvé que oui, c'est une valeur ajoutée parce que c'est comme si je m'intéresse uniquement à ce qu'a dit la Cour, par exemple, sur c'est qui le titulaire de droit, sans savoir au final l'issue du jugement, la réparation. Je ne sais pas, c'est comme si l'extrait ne parle pas suffisamment. Mais c'est peut-être juste un réflexe de juriste, je ne le sais pas. Je n'ai pas encore de réponse à l'égard de cette question, mais je trouve que c'est une question qui est quand même très pertinente parce que l'objectif de la démarche, c'est quand même de favoriser une lecture verticale. Sinon, on fait une recherche classique en droit positif. Et puis là, c'était possible. Donc, sur 10 décisions, bien sûr, je me suis fait mon petit tableau. Mais sur mes 120 décisions qui sont encore à analyser, là, ce ne sera peut-être pas possible là, de jumeler à chaque fois les thèmes avec la lecture horizontale. Donc, bref, c'est une question que je me pose, je vous l'expose. Au niveau de la grille d'analyse que je vous ai présentée tout à l'heure, je l'ai synthétisée un peu, mais il y a un enjeu ici de faisabilité, encore une fois, parce que la grille d'analyse, elle est quand même assez dense, avec de nombreuses sous-catégories. Et à la rigueur, si cette grille d'analyse hyper dense, la grille d'analyse, là, c'est ce que je vous ai présenté, qui est le titulaire de droit, la nature des obligations. Bon, là, j'ai synthétisé un peu la chose, mais ma grille est un petit peu plus complexe, avec une arborescence plus développée. Alors, si on juxtapose une grille d'analyse exhaustive et un corpus dense, 130 décisions, des décisions de Cour suprême qui font 150 pages, je vous dis que les personnes qui ont codé les décisions, c'était quand même une expérience assez, j'allais dire douloureuse, mais c'est peut-être pas le bon terme. Mais bref, ce fut long, en tout cas, ce fut très long. Alors, il y a un enjeu de faisabilité ici, réfléchir à des stratégies où est-ce que, quand on sait qu'on a un corpus dense, il faut peut-être mieux privilégier une grille d'analyse qui est beaucoup plus simple. Bref, encore une question. Et finalement, stratégie de codage. Parce que là, je vous ai dit, on était 3 personnes à coder. Moi, j'ai codé quelques décisions. La personne sociologue professionnelle de recherche, Hélène Zimmermann, qui a publié d'ailleurs déjà des travaux sur la recherche socio-juridique en droit. Hélène qui codait et mon étudiante avec qui je travaille, Marie-Laure Tappe, dans le projet. Les catégories au fin du codage, les thèmes, on a fait beaucoup de travail ensemble, on a travaillé sur la grille ensemble pour qu'on ait tous une définition commune de chacun des thèmes. On s'est fait des outils vraiment destinés à notre poutine interne, qu'est-ce que tel thème ça veut dire, etc., pour qu'on soit capable d'avoir des extraits exclusif pour chacun des thèmes. Et puis, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a encore du rodage à faire parce que quand j'ai fait mon analyse des 10 décisions, là, quand je générais les thèmes pour chacun, quand je générais les extraits pour chacun des thèmes, j'avais des pages et des pages et des pages et des pages d'extraits et qui souvent se croisaient avec les autres thèmes. Donc, bref, il y a quelque chose à affiner à ce niveau-là. Donc, c'est aussi une mise en garde, en quelque sorte, que je vous donne pour ceux qui souhaiteraient aller de l'avant avec ce type de démarche. Et enfin, bref, la valeur ajoutée au final, parce que ça, c'est une grande question. Pourquoi faire ça? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose? Je veux dire, le fait de le faire, déjà, c'est extraordinaire, je trouve, au plan intellectuel. Hein, c'est très riche comme approche. Est-ce qu'au niveau de la question posée, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de nouveau?
Je pense que oui, hein, bien sûr, c'est la valeur ajoutée de la démarche. Pour l'instant, donc, je suis encore, je vous ai tout dit, hein, j'ai 10 décisions d'analyser. Alors, la démarche est encore exploratoire au niveau des pistes d'analyse, mais il y a déjà des thèmes qui m'apparaissent très intéressants, sur lesquels on ne se serait peut-être pas arrêté, justement, hein, si on avait développé une analyse de droit positif plus classique. C'est exploratoire. Hein, ce sont les thèmes qui, pour l'instant, là, j'essaie d'articuler un peu ma réflexion. Je vous ai dit, mon article est presque fini. Et je suis là dans les pistes d'analyse. Première chose, l'hypervalorisation de l'autonomie de l'individu et son corollaire, la responsabilité individuelle. Alors ici, ce sur quoi je souhaite appuyer, c'est l'idée que dans mon corpus de décision, je note que tout ce qui relève de l'autonomie dans le sens intégrité personnelle, intégrité physique et intégrité psychologique, ça fait partie de la sphère irréductible des droits de la personne. Hein. C'est le bouclier qui empêche toute intervention de l'État. Et ça, c'est extrêmement valorisé dans la culture juridique des droits de la personne. Ce qui fait en sorte que cette posture induit aussi une hyper-valorisation de la responsabilité individuelle de la personne. C'est-à-dire que si on protège ton autonomie irréductible, ensuite, tu es complètement libre. Tu es complètement libre de ce que j'aime souvent dire aux étudiants, de devenir la superstar de ta vie. Hein? Tu es complètement autonome, mais tu n'as qu'à devenir la superstar de ta vie. Mais si tu ne deviens pas la superstar de ta vie, comme Mme Gosselin dans l'arrêt Gosselin, là, ben, tu en seras responsable. Hein? Donc, ça, c'est un thème qui est vraiment très important. Je pense que la tension qui existe entre autonomie et vulnérabilité. Et vulnérabilité, pensez ici dans une perspective où on prend en considération les déterminants socio-économiques qui sont documentés de long en large dans la littérature, par exemple, en santé publique. Mais là, on voit que les droits de la personne sont invisibles à ces aspects, malgré une approche qui serait censée être axée sur l'égalité réelle, puis une approche contextuelle en matière notamment de droit à l'égalité. Donc ça, il y a un aspect ici qui est à creuser, je pense. Et ça sous-entend notamment le fait que seule la vulnérabilité dont l'individu n'est pas responsable appelle une réponse juridique, appelle une protection juridique. Le titulaire de droit, c'est certainement celui qui n'est pas responsable de sa vulnérabilité. Encore une fois, c'est un peu la rhétorique à contrario qui a été développée dans l'arrêt Gosselin. Bon, ensuite, il y a d'autres aspects sur lesquels je me suis arrêtée, notamment à l'idée de l'objectivation du titulaire de droit. Ça fait un peu un lien avec ce que je viens de dire par rapport au fait que les droits de la personne me semblent être hermétiques. Enfin, hermétique, c'est un peu fort, Mais en tout cas, bref, il existe quand même une cloison entre les droits de la personne, la conceptualisation de l'individu en tant que personne autonome et responsable et l'impact des déterminants socio-économiques sur son autonomie puis sur sa destinée. Quand on regarde la jurisprudence relative au droit à l'égalité, la jurisprudence relative au droit à l'égalité, dans mon corpus, là, si ça vous intéresse, je peux quand même vous dire qu'il y avait l'arrêt Houghton, Eldridge, sur le droit à l'égalité. Ça peut donner peut-être un peu plus je sais pas, ça peut illustrer un peu la chose. Houghton, Eldridge, Adler, Eaton, Gosselin, et puis Shaouli sur le droit à l'égalité. Dans la conception actuelle du droit à l'égalité, il y a les choix de l'État, les choix du législateur, les premiers choix de l'État, hein, lorsque l'État décide d'intervenir ou non, de légiférer ou non, tout ce qui relève des considérations qui ont mené à ce choix, les fondements rationnels ou irrationnels, j'en sais rien, qui ont mené à ces choix, ça fait partie d'une boîte noire qui n'est pas soumise au contrôle judiciaire. Et
Et donc, c'est l'État lui-même, en amont, qui détermine qui sera le titulaire de droit. Là, je trouve que l'exemple de Houghton est particulièrement illustratif à cet égard. Et donc, du coup, ça contribue à une certaine objectivation du titulaire de droit, parce que c'est l'État lui-même qui détermine, au fond, comment est-ce que ce titulaire doit être pensé. Je vais le formuler autrement. Dans l'arrêt Houghton, on a un enfant qui est autiste, hein, qui a un diagnostic d'autisme, et on réclamait l'accès à une thérapie qui était un service médicalement requis pour cet enfant. La Cour suprême a décidé que le fait de ne pas financer, pour la province de la Colombie-Britannique, le fait de ne pas financer l'accès au traitement dans cette affaire-là n'était pas discriminatoire. Bon, je vous épargne les enjeux relatifs au groupe de comparaison, etc., mais pourquoi est-ce que ce n'était pas discriminatoire? Parce que le législateur, en amont, avait fait le choix de financer certains services médicalement requis, certains services non médicalement requis, hein? Donc, ce qui signifie certains services non médicalement requis qui pouvaient être accessibles pour des personnes, pour différents types de personnes, y compris des personnes non handicapées. Hein, massothérapie, j'ai rien contre, c'est extraordinaire, là. Mais bref, il faut voir ça dans le contexte de l'affaire. Et donc, en faisant ces choix qui n'ont pas été soumis au contrôle judiciaire, hein, ça, c'est la séparation des pouvoirs, la légitimité du législateur, ben, on contribue à objectiver qui est le titulaire du droit. Puis le titulaire du droit, en l'occurrence, ben, ce n'est pas une personne qui a médicalement besoin d'un service. Même logique en ce qui concerne la hiérarchie des titulaires de droit. Donc, bref, pour l'instant, j'en suis à essayer de cerner davantage quelle est la réponse qu'offrent les droits de la personne à l'égard de la vulnérabilité. Pour l'instant, j'ai tendance à penser que la réponse est certainement beaucoup plus axée sur une réponse paternaliste, contrôlante. Je pense à Gosselin, je pense à Houghton, je pense à même Morgan Thaler, jusqu'à un certain point. Parce que dans l'affaire Morgan Thaler, en fait, on aurait tendance à penser que dans l'affaire Morgan Thaler, où la Cour s'est prononcée sur l'accès à l'avortement pour les femmes enceintes, on pourrait penser que c'est une décision qui vraiment affirme une réelle autonomie de la personne. Mais ce qui m'ébranle dans l'arrêt Morgan Thaler, c'est le fait de constater que, par exemple, l'accessibilité aux services d'avortement, hein, la Cour le dit dans certains passages, elle dit, bien là, dans certaines régions, là, il n'y en a pas de clinique, là, c'est pas accessible. Mais ça semble pas être un enjeu. Alors, donc, bref, on aurait tendance à penser que c'est un arrêt qui célèbre l'autonomie, la liberté, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paternaliste ou de contrôlant en disant que ben, même s'il n'y a pas d'accès dans un certain rayon, c'est pas grave, les personnes vont se prendre en main puis vont se déplacer. En tout cas, bref, je vois que le temps file et je vais m'arrêter ici au niveau des pistes d'analyse, mais je serais bien heureuse d'en discuter davantage avec vous dans la période des questions. Merci pour votre attention, c'est très gentil. Merci encore, Margarida. Merci à toi. Alors, je vais vous inviter donc à poser des questions conférencières. J'ai une question. Merci beaucoup, Christiane. C'est vraiment fascinant. C'est une recherche hyper intéressante. C'est bien été présenté. Donc, j'ai pas eu toute la difficulté à écouter. Ça va continuer longtemps. Puis on continue plus tard. Mais bon, je suis intriguée par... Ça revient à la notion de culture juridique. Peut-être aux critiques qui nous disent à quoi ça sert d'englober dans la culture juridique au singulier plusieurs réalités que l'on conjugue généralement au pluriel, comme les représentations, etc. Donc, dans la manière dont tu présentes ta recherche, il y a une hypothèse d'une culture juridique des droits sociaux de la personne. Dans quelle mesure est-ce qu'on évacue la possibilité des droits sociaux, des droits de la personne comme un lieu de lutte idéologique notamment, etc., au sein même des tribunaux? Puis à cet égard-là, je me demandais comment est-ce que tu analyses les dissidences à cet égard-là. Donc, est-ce que au final, il s'agit
En fait, j'essaie de bien comprendre l'objet de la recherche. Oui, je comprends. Est-ce qu'il s'agit de déterminer quelle est la culture dominante des droits sociaux des droits de la personne ou quelles sont les différentes représentations? Donc, oui, je comprends très bien la question, parce que dans le fond, la question, c'est de savoir est-ce que c'est un truc monolithique, est-ce que c'est un bloc monolithique, la culture juridique des droits de la personne en matière sociale? Puis la recherche sur la culture juridique, donc, oui. Est-ce que ça implique de trouver une culture ou des cultures? Oui, mais en fait, justement, c'est-à-dire que c'est vrai que la façon dont c'est formulé, on part de l'hypothèse qu'il y a une culture juridique des droits de la personne, ce qui sous-entend certainement qu'il y en a peut-être une dominante, mais qu'il y en a certainement des non-dominantes. Donc, j'exclus pas du tout que j'en arrive à la conclusion qu'il existe des cultures juridiques des droits de la personne, notamment quand je vais avoir mes données issues des focus group avec les organisations non gouvernementales, culture externe, j'ai tendance à croire qu'il y aura certainement des tendances qui vont être complètement différentes de ce que j'ai pu retrouver dans les jugements majoritaires. Donc, oui, ça n'exclut pas qu'il existe une culture dominante et des sous-cultures. Et c'est d'ailleurs intéressant d'analyser l'idée de la culture juridique à l'égard des différentes sous-cultures qui peuvent exister. Donc, ça, c'est un point. En ce qui concerne les enjeux idéologiques, ça me parle beaucoup, cette question, parce que je me la suis posée moi aussi. Parce que souvent, je me dis, mais à quoi bon parler de culture juridique? Au final, c'est une lutte de pouvoir. Ce serait une autre approche théorique. C'est une autre approche théorique qui me permettrait d'éclairer certains aspects. Mais il n'est pas exclu qu'à travers, de toute façon, les données dont je vais disposer, qu'on constate que, il y a des liens qui pourraient être faits, éventuellement, si ça va dans ce sens-là, les résultats, entre ce qui caractérise la culture juridique et, quand je parle de valeurs et d'idéologie, et ce qui est attribuable davantage aux luttes de pouvoir dans la société. Je ne sais pas si... En fait, une partie importante de ma question, c'est comment est-ce que tu analyses les dissidences à l'intérieur dissidences. de ton corpus, parce que je parle davantage d'une multiplicité de cultures potentielles à l'interne, non pas nécessairement à l'externe, mais même qu'à l'interne, où se confrontent différentes cultures des droits de la personne. En effet, le corpus de jurisprudence est divisé. En fait, on fait la distinction entre les jugements majoritaires, les dissidents, mais on fait aussi la distinction. Le corpus de décision jurisprudentielle, il nous donne accès, bien sûr, au discours, à la pratique des droits, à la pratique des juges, majoritaires, dissidents, mais aussi aux représentations, aux valeurs des procureurs et des avocats. Donc, on a ces quatre distinctions-là qui sont faites au sein du corpus jurisprudentiel. Les représentations qui sont faites par les avocats, déjà, ça, on va faire des entrevues, mais là, on a accès à un plus grand échantillon. La même chose avec les procureurs. Bon, on sait déjà un peu où ils logent, mais bref, là, on va pouvoir analyser vraiment. Donc, l'hypothèse de sous-culture va certainement émerger de ça à l'intérieur, dans la perspective de la culture interne, comme vous le dites. Est-ce que ça répond à la question? Alors, vraiment, je félicite et la vision et l'ambition. Parce que la recherche... Ou la folie. Oui, que mes jeunes collègues, j'essaie toujours de les dissuader. Alors, vraiment, bravo. Et aussi, de faire l'analyse à l'intérieur de la culture juridique des droits de la personne, c'est impeccable. Parce que comme activiste, souvent, on ne veut pas reprocher à nos pairs « get with the program ». Et je me souviens en arrivant ici, votre ancien collègue Daniel Plou, qui était une des premières personnes à rédiger sur l'article 7, il a déclaré, tout comme Peter Hogg, l'article 7 ne protège pas les droits socio-économiques, point final. Tant dans ses textes sur l'article 15 que 7, c'était quand même un éminent juriste, ça a eu un impact vraiment important. Et alors, je pense que ça va être super intéressant à l'intérieur de la boîte. Pourquoi est-ce que les gens qui se disent adhérents des droits de la personne, de l'égalité réelle, mais qui tiennent aux mêmes conceptions très restreintes. Alors, et c'est pour ça que j'ai posé la question. Pour moi, le problème, tant au niveau des cours d'appel que surtout au niveau de la Cour suprême, c'est pas ce que la Cour dit, c'est que ce que la Cour refuse de dire. Donc, dans Tam Judge, tu as un juge au procès qui renverse la Cour suprême du Canada dans une requête préliminaire. Donc, il dit,
l'appel Gosselin prévoit qu'il n'y a pas de droit positif à l'article 7, tandis que la décision disait le contraire. Dans une requête provisoire, pas même un procès. Puis ça monte à la Cour suprême, puis la Cour suprême refuse le droit d'appel. Donc la Cour suprême, finalement, n'a pas renversé un juge dans une requête préliminaire qui a renversé. Ouais. Ça, c'est... Et depuis Gosselin, il n'y a pas une décision où la Cour a accordé le droit d'appel. Donc, tu as les beaux jugements, puis les discours de l'ancienne juge en chef sur l'égalité et l'accès à la justice qui sont complètement contraires à ce que la Cour fait. Alors, vraiment, c'est, comme j'ai dit, je te félicite et aussi, c'était très accessible ta présentation. Moi, j'avoue que j'étais très intimidée par ton projet, puis oh my God, c'est la théorie, I don't get it, can't go there. Mais là, c'est peut-être mon français qui est défectueux là, quand je lis, mais c'est très accessible, c'est très facile à comprendre ton projet. Félicitations. Merci, Madame Jackman. Ça me fait bien plaisir de vous entendre.